Bonjour à tous. J'ai de la chance de faire une salle comble et les gens les refusent à l'entrée. C'est triste ça. Donc aujourd'hui, on va parler de machine learning et plus particulièrement des API de machine learning qui sont proposées qu'on peut utiliser sur la plateforme Google Cloud Platform. Et donc on va voir la vision, vidéo, reconnaissance du texte, de la parole, etc. Et aussi quelques mots aussi sur comment on peut entraîner des réseaux de neurones. Donc là, c'est vraiment le focus est sur les API prêtes à l'emploi. Et puis après, c'est plus des pointeurs sur ce que vous pourrez faire si jamais vous avez besoin de faire des choses super customisées sur des modèles bien à vous. Donc, dans les années 90, vous vous rappelez quand Kasparov s'est fait battre aux échecs par Deep Blue avec IBM. À l'époque, c'était des algorithmes, comment dirais-je, conçus, designés, inventés par des grands maîtres aux échecs, des informaticiens, etc. Et donc, il y avait alors, je cherche les termes en français, brute force, enfin de force brute, je ne sais pas si ça se dit. Force brute pour aller chercher toutes les positions possibles, évaluer les positions, etc. Tandis qu'aujourd'hui, là, donc c'était quand l'année dernière, Google, enfin l'équipe DeepMind de Google, qui travaille sur l'intelligence artificielle, en utilisant TensorFlow, en utilisant même des processeurs, les TPU, les Tensor Processing Units, c'est les processeurs que Google qu'ils ont créés exprès pour des réseaux de neurones, des choses comme ça. Ils ont réussi à battre le champion de Go, alors que le Go, en fait, par rapport aux échecs où à un moment donné, au maximum, il y a, on va dire, environ 20 coups possibles ou en moyenne, hein. En Go, c'est genre 300 coups à chaque étape qui sont possibles. Donc, si vous imaginez la combinatoire de si je joue là, et lui il joue là, il joue là, il joue là, ça peut être assez compliqué. Et l'autre chose qui est différente par rapport à l'époque dans les années 90, bon, bien sûr, on a des ordinateurs beaucoup plus puissants, etc. C'est que là, en fait, à part les règles de base du jeu de Go, on n'a pas enseigné la tactique, la stratégie ou des bouts de partie préenregistrés, comme par exemple les finales aux échecs, etc. Et en fait, c'est le réseau de neurones, c'est la base de réseau de neurones qui s'est entraîné lui-même. Alors au début, donc il y a eu deux trucs, il y a AlphaGo et après AlphaZero. Où AlphaGo, on l'a entraîné quand même sur des parties existantes, et après il a fait du reinforcement learning, c'est-à-dire qu'il a joué contre lui-même, un peu comme dans, comment ça s'appelait le film là, des années 80, Wargame, merci. Bon, à l'époque c'était le Morpion, hein. Mais bon, ça date quand même, hein, les années 80. Ou je sais pas, c'était peut-être la fin des années 70. Non, ça doit être 80 quand même, je sais plus. Et donc, Alpha 0, alors c'est pas pour les zéros de neurones, les réseaux de neurones, non, c'est l'autre Alpha 0 par contre, en fait, on l'a même pas entraîné sur des parties existantes de grands maîtres, etc. Mais il s'est entraîné tout seul et il a découvert la stratégie, la tactique et tout de lui-même, donc ce qui est quand même assez fort. Après, là, c'est un petit truc un peu rigolo, mais les réseaux de neurones sont appliqués dans plein de domaines intéressants. Et par exemple, Google, là, très régulièrement, il publie des articles sur en fait, la recherche scientifique et en particulier dans la médecine, rechercher par exemple des tumeurs dans des radios pour détecter le cancer, etc. Donc, dans les années 80, il y avait ce qu'on appelait l'hiver de l'intelligence artificielle, où en fait, les chercheurs avaient beaucoup promis, on attendait beaucoup de l'intelligence artificielle, mais en fait, ça n'a pas pu fonctionner aussi bien parce qu'on n'avait pas encore les ressources, etc. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé par rapport à cette époque-là? C'est que, bon, évidemment, la recherche a continué quand même s'il y avait moins d'investissement, mais surtout, on a eu de plus en plus de jeux de données labellisés qui permettent en fait d'entraîner les réseaux de neurones sur cet email c'est un spam, celui-là c'est pas un spam par exemple. Et l'autre aspect qui a beaucoup changé, c'est toutes les ressources
disponibles, donc que ce soit les serveurs, les ordinateurs avec leur CPU, mais maintenant on utilise les GPU parce qu'ils sont très très forts pour faire des calculs matriciels qui sont utilisés pour les calculs de matrices dans les réseaux de neurones, et puis aussi le fait qu'on arrive à distribuer ça donc dans le cloud sur plein de machines, faire l'entraînement en parallèle et arriver du coup rapidement à avoir des réseaux de neurones bien entraînés. Donc cette espèce de boucle de feedback a fait qu'aujourd'hui, on rajoute de l'intelligence artificielle partout. Et juste pour prendre un exemple concret, moi j'ai mes photos là dans Google Photos. Je ne sais plus, je ne l'ai pas dit, mais je travaille pour Google, donc forcément, je vais parler de choses que fait Google. Dans Google Photos, je ne sais pas si vous, ou avant, quand vous regardiez vos photos, vous étiez là, ah ouais, je cherche une photo de mon chien, oui, quand est-ce que je l'ai prise? Et puis on regarde 150 pages jusqu'à trouver la photo où il y a la petite miniature où il y a le chien. Donc on peut passer pas mal de temps à essayer de trouver la bonne photo. Alors après, il y a des logiciels de photo où on peut rentrer ses propres labels, ses propres libellés tout seul comme un grand, mais je veux dire, je prends mon téléphone, je fais 100 photos, non, peut-être pas 100 photos par jour quand même, mais peut-être 10 photos par jour, j'en sais rien. Et je ne vais pas m'amuser à rajouter des labels à la main pour qu'un moteur de recherche puisse les retrouver. Donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que on peut utiliser plusieurs systèmes de machine learning en fait pour, là par exemple, dans l'application Google Photos, je peux même utiliser, donc dans le champ de recherche, je peux utiliser comment ça s'appelle, le petit icône là, de microphone. Et par exemple, je vais dire dog, chien en français. Donc utiliser la reconnaissance vocale qui a elle aussi fait d'énormes progrès. Je ne sais pas s'il y en a enfin, je pense qu'il y en a qui sont assez vieux pour ça, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Dragon Dictate ou un truc comme ça? Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Dragon Dictate, il y a 15 ans, 20 ans, on parlait pendant des heures dans le micro pour essayer de lui faire reconnaître la voix pour pouvoir commander son ordinateur. Et le niveau de reconnaissance était super nul et on passait des heures pour qu'ils reconnaissent la voix. Alors que là, même des voix d'enfants, des choses comme ça, ou quand il y a beaucoup de bruit tout autour, il arrive facilement à comprendre ce qu'on lui dit. Donc ça, c'est grâce à l'entraînement de réseaux de neurones avec des tonnes de datasets d'exemples de voix dont on a les transcriptions, ce qui a été dit. Et du coup, on est capable de bien comprendre et de récupérer le texte à partir de la voix. Après, on peut aussi utiliser le Natural Language Processing, NLP, NLU, qui permet en fait de comprendre la structure du texte, donc savoir, voilà, ça c'est un nom, ça c'est le sujet, etc., un verbe et tout. Et après, l'autre truc qui est assez fort, c'est que la reconnaissance visuelle avec l'API de vision est capable de voir, bah, tiens, je regarde cette photo-là, bon, bah, là j'ai une photo de chien, de campagne, de gens, etc., ciel bleu et tout. Et en fait, quand on combine tout ça, c'est des réseaux de neurones qui ont été entraînés pour reconnaître la voix, pour reconnaître, comprendre la structure du texte et comprendre ce qu'il y a dans les images. Et on est capable en fait de rajouter une fonctionnalité qui est en fait super utile finalement dans une appli de photo, parce que au lieu de passer des heures à essayer de regarder 300 photos pour trouver, ou 3000 photos pour trouver les photos de son chien, bah là on dit juste chien et ça y est, il nous sort la liste juste des photos de chien. Bon, c'est une petite feature, mais qui améliore, même si ce n'est pas essentiel à l'appli de gestion de photos, c'est quand même une feature qui est sympa pour améliorer la convivialité de l'application. Et Google, là, ces dernières années, ils ont mis du machine learning vraiment partout dans tous les produits. Donc que ce soit, je sais pas, quand vous regardez des vidéos sur YouTube, tout ce qui est recommandations de vidéos pour vous dire, tiens, après avoir regardé cette vidéo-là, regarde celle-là, c'est sur le même sujet, ça devrait t'intéresser. Il y a des choses aussi, qu'est-ce qu'on a dans ces exemples-là? Donc tout ce qui est recommandations, photos, j'en ai parlé. Inbox, quand vous l'utilisez, là aujourd'hui, quand on utilise Inbox sur le téléphone mobile, il y a les canned replies, là c'est les réponses automatiques qui dépendent en fait du texte de l'email qu'on a reçu. Et je crois que le dernier chiffre, c'était il y a 20 ou 30% des réponses aux emails qui sont faites justement à partir de la génération de textes qui utilisent donc des algos de machine learning pour préparer des réponses
à partir de l'email qui nous a été envoyé. Donc voilà, de plus en plus d'intelligence artificielle utilisée, et ça, encore pour illustrer cet aspect-là, alors j'ai pas remis à jour les chiffres, hein, mais chez Google, on a un mono-repository. En fait, tous les projets, tous les produits de Google, c'est dans un seul pas un seul répertoire, un seul repository de sources. Donc c'est gigantesque, c'est énorme. Et en fait, là, ce graphe-là, il regarde tous les fichiers de description de modèles de machine learning dans tous les répertoires de tous les projets produits de Google. Et on voit cette courbe quasi exponentielle, hein, qui montre que il y a de plus en plus de produits, de projets en interne qui utilisent le machine learning. Côté, donc moi je suis développeur advocate pour Google Cloud Platform, et donc je parle des projets, des produits, des services, des API, etc. Et en particulier des API de machine learning, donc ce qui va être notre focus là-dessus. Donc si on regarde dans ce qu'il y a dans l'offre, que ce soit en open source, par exemple côté TensorFlow, dont on va parler tout à la fin, ou que ce soit des API disponibles sur étagère, donc on a pas mal de choses qui sont disponibles, mais voilà, d'un côté on a des choses toutes faites qui existent, des API sur étagère, et de l'autre côté TensorFlow, où là il faut quand même connaître un petit peu les principes des réseaux de neurones pour pouvoir faire soi-même savoir quel type de réseau de neurones utiliser, combien de couches je dois mettre, etc. Et en fait on va voir, bon, il y a une sorte de gap entre les deux, et on va voir qu'on essaye aujourd'hui de bridger ce gap, comment on dit en français, de faire le pont entre ces deux mondes, vu que les API, c'est facile à utiliser pour les développeurs, et après, les data scientists qui vont faire du machine learning, on peut quand même trouver un juste milieu entre les deux, et on va le voir tout à l'heure. Donc les API qui existent à droite, pardon, et TensorFlow de l'autre. Mais entre les deux, j'ai rajouté deux icônes. Il y a Cloud ML Engine qui permet de faire l'entraînement dans le nuage, dans le cloud, des modèles de machine learning. Et le petit nouveau au milieu, alors c'est encore en alpha, c'est pas encore disponible, mais je voulais vous en parler quand même, AutoML, qui est un produit qui permet en fait de customiser des modèles de machine learning existants. Donc par exemple, si je veux reconnaître des choses dans les images, mais qui ne sont pas des choses reconnues par l'API Vision, je vais pouvoir l'entraîner encore avec mes propres données pour qu'il reconnaisse les choses qui, moi, m'intéressent. Donc on va pouvoir customiser sans être forcément un data scientist. Alors, on va faire un peu un petit jeu avec ça, là. Donc le machine learning, c'est vraiment apprendre à déduire des choses à partir d'exemples de l'expérience. On utilise des réseaux de neurones, donc vous imaginez différentes couches de réseaux de neurones, c'est pour ça qu'on appelle ça deep. Alors là, je le fais en, c'est pas une définition vraiment très formelle, hein, mais donc on a différentes couches de réseaux de neurones. Le premier niveau, là, pour reconnaître si c'est un chat ou un chien, le premier niveau, il va regarder finalement les pixels dans l'image, et plus on monte dans les couches, plus on va reconnaître des fonctionnalités un petit peu plus euh, concrètes, on va dire. Donc par exemple, les premiers niveaux vont peut-être reconnaître un petit peu les formes, les deuxièmes niveaux, de troisième niveau, ils vont peut-être commencer à reconnaître des éléments, par exemple un œil, une oreille et tout. Et à la fin, bon, vraiment le tout dernier niveau, il va en quelque sorte rassembler toutes ces features qu'il a reconnues et dire ah bah oui, ça c'est un chien, ça c'est un chat, parce que j'ai reconnu, je sais pas, la forme des oreilles, etc. Et donc plus, voilà, on appelle ça deep neural networks, dans le sens où il y a plein de couches qui se superposent. Et là, donc par exemple, on peut se dire, ouais, mais on pourrait aussi imaginer quand même des algorithmes qu'on pourrait écrire pour reconnaître des choses. Donc par exemple, qu'est-ce qui différencie finalement une pomme d'une orange? Vous avez des idées? La couleur. Mais par exemple, on peut me donner une image en noir et blanc. Donc là, c'est plus la couleur. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est caractéristique? Ça peut être la forme, la texture de la peau, hein. Mais après, il y a quand même certains fruits où ouais, une mangue, c'est un peu la même texture, c'est aussi un peu les mêmes couleurs. Donc là, c'est vrai que c'est pas forcément évident de définir soi-même des algorithmes. Et ce qui est un peu la magie quand même des réseaux de neurones, c'est qu'ils arrivent, eux, on ne sait pas trop comment finalement, c'est un peu magique, arriver à reconnaître et à différencier ces formes-là. Après, il y a des choses qui vont être peut-être plus simples à différencier, et on pourrait imaginer créer un algorithme à la main qui reconnaît et différencie les choses. Imaginons un chien
et on appelle ça un mop en anglais, une serpillière là. Je veux dire, on ne peut pas les confondre par rapport aux fruits. Vous êtes d'accord? Ouais. Bon. Est-ce que vous connaissez ce chien-là? Le Commandor. Je ne connaissais même pas. Et ben, bah, c'est vrai que là, ça va être un petit peu plus difficile là, pour faire la différence entre les deux. Et on va y revenir parce que je vais vous montrer ce que l'API Vision là, de Google arrive à trouver, voir si elle est capable de différencier un chien d'une serpillière. Donc là, on va regarder, on va zoomer un petit peu sur les différentes API qui sont disponibles. Alors, je vais commencer par l'API de reconnaissance visuelle. Donc, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont disponibles. Label Detection, donc c'est la capacité de savoir ce qu'il y a dans les images. Donc voilà, là il y a une panthère ou je ne sais pas trop quoi. Reconnaître, trouver les visages dans les images et voir les points caractéristiques. Donc par exemple, si vous voulez faire votre appli Snapchat qui remplace je sais pas, les visages avec des smileys, des trucs comme ça, vous pouvez faire ça assez facilement. L'OCR, donc c'est-à-dire la reconnaissance du texte, donc voir ce qu'il y a écrit dans les images. On peut même lui filer des PDF, c'est pas que pour les images. Imaginez, vous faites un site web où les utilisateurs uploadent des images, je sais pas, de chats, et qu'il y a un petit malin qui veut mettre une image d'un couple en train de faire certaines choses. Et du coup, vous dites, ouais, mais attends, je veux pas que n'importe qui mette n'importe quoi comme image sur mon site web. Donc, on peut utiliser par exemple le filtre pour détecter si le contenu, c'est du contenu adulte ou pas. Landmark detection, ça c'est donc il est capable de reconnaître par exemple que ça c'est la photo de la tour Eiffel et il va même nous donner les coordonnées GPS pour savoir où c'est. Et il reconnaît aussi les logos, parce que les logos, alors c'est un peu comme le texte, mais des fois le texte est un peu formé de manière particulière, ou des fois c'est carrément des images, donc il est capable de reconnaître les logos. Là, par exemple, quand on utilise la reconnaissance pour retrouver les visages, on peut voir des choses comme est-ce que la personne a quelque chose sur sa tête, est-ce qu'elle a l'air surprise, est-ce qu'elle a l'air souriante ou pas. Et puis on a donc les différentes positions, genre où est-ce qu'est l'œil gauche, l'œil droit, etc. Ça, c'est quoi? Vous reconnaissez ou pas? Ah voilà, c'est bien. C'est Las Vegas. C'est la tour Eiffel du casino Paris Hotel and Casino de Las Vegas et non pas notre vénérable tour Eiffel. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, il est quand même capable de reconnaître que, oui, il y a l'air d'y avoir un truc un peu bizarre en dessous de la tour Eiffel et que c'est pas la vraie tour Eiffel. Et là, il nous donne même la latitude et longitude. Autre chose pratique, donc il reconnaît les labels, mais aussi des références en fait qu'il y a dans les photos. Donc ça, c'est la Ford Anglia qu'il y a dans le film Harry Potter. Et donc il a reconnu que c'est une Ford Anglia, que c'est en plus le modèle qui est exposé au musée Arts et Sciences de Singapour, et que c'est justement le modèle qui apparaît dans la série Harry Potter. Autre chose qui est pratique, par exemple, imaginez vous faites une application pour les photographes qui vont vendre leurs photographies en ligne, et ben on est capable aussi, quand on soumet une photo, de voir si la photo existe déjà quelque part sur Internet. Donc par exemple pour voir si quelqu'un n'aurait pas volé cette image de photographe et n'essaierait pas de la vendre sur le dos d'un photographe. Donc on peut voir, même si l'image est coupée ou redimensionnée, je crois, ça marche aussi. Il peut voir que c'est une photo qui vient déjà d'Internet d'ailleurs. Donc là, si on reprend là, nos chiens et serpillières, donc par exemple, là, celui de haut, c'est bon, voilà les libellés qu'il a reconnus, c'est bien un chien, un mammifère, etc. Ça, c'est bien aussi une serpillière, un balai-brosse là. Mais par exemple, sur ces deux-là, sur celui-là, il a reconnu que c'était de la fourrure. Il n'a pas dit que c'était un animal. C'est pas si éloigné que ça, mais bon, c'est pas trop mal. Et là, textile, bon, c'est pas vraiment du textile, mais c'est pas totalement. C'est un peu moins juste que la fourrure, mais c'est pas non plus totalement faux. Mais c'est vrai que ça peut être quand même vachement ambigu, quoi. Et donc voilà, l'API se débrouille plutôt pas mal, je trouve. L'API Translate de
de traduction, ça je pense que vous la connaissez, c'est une des plus vieilles API de Google. Par exemple, elle est utilisée hein, sur Airbnb, donc quand vous discutez avec un hôte dans une autre langue, en fait, il fait la traduction automatique. Et du coup, il y a quand même 60% des réservations comme ça qui se font entre langues différentes, c'est-à-dire le voyageur parle, je sais pas, français et l'hôte parle chinois. Et ben voilà, dans 60% des cas, c'est le cas. Là, je mets un petit exemple de code. C'est tout bête. Donc, nos API, on peut les utiliser directement en faisant un appel REST. Donc, vous utilisez n'importe quelle librairie pour faire des appels HTTP. Ou il y a aussi des SDK qui sont disponibles dans tout un tas de langages et bien sûr en Java. Ah oui, pour la vision, j'avais des démos à faire en Groovy, je les ai oubliés, c'est pas grave. Et aussi donc historiquement l'API de traduction, ça a été, tout un tas de linguistes ont travaillé dessus pendant 10 ans chez Google pour l'améliorer petit à petit. Et en fait, même la traduction, même cette API-là, en fait, elle a été remplacée par des réseaux de neurones et en même pas 6 mois, ils ont été capables d'avoir des qualités de traduction meilleures en entraînant des réseaux de neurones à reconnaître, de faire le parallèle entre différents textes, différentes phrases, etc., avec des corpus de données qu'on lui a donnés. Et l'article qui est cité là ici, qui est un article dans le New York Times, je crois que c'est celui-là. Ah oui, non, c'est un autre. Oui, bon, c'est pas celui-là alors, mais qui expliquait aussi que du coup, on s'est aperçu en analysant un peu le réseau de neurones, le modèle qu'il en résultait, qu'il arrive même, donc même si on a entraîné le réseau de neurones avec différents couples de langues, c'est-à-dire anglais vers français, allemand vers japonais ou je sais pas quoi, en fait on s'aperçoit que même s'il n'a pas été entraîné sur toutes les combinaisons de couples de langues possibles, on s'aperçoit qu'il arrive à reconnaître quand même la structure des langues comme s'il y avait une sorte de proto-langage commun à tout un tas de langues différentes. Et ça, c'était une découverte assez originale. Alors c'est vrai que tout un tas de langues ont des origines similaires, mais c'est quand même assez fort de se rendre compte que les réseaux de neurones peuvent trouver des choses que éventuellement nos linguistes n'ont pas forcément vues. Et la qualité, bon là on va pas le lire en détail, mais donc il y a le texte original à gauche, une traduction d'Harry Potter en espagnol et qu'on retraduit en anglais. Ou par exemple il y avait des choses qui n'étaient pas très jolies. On ne dit pas almost twice longer than usual, mais on dit plutôt almost twice as long as usual. Ou l'ancienne API, elle avait un petit peu des soucis des fois à garder la trace enfin quand on utilise des pronoms, de se rappeler que alors là, c'était l'homme dont on parlait, là, la femme et tout. Et là, par exemple, il mettait he, alors qu'en vrai, le sujet, c'était she, c'était elle. Bref, en tout cas, la qualité s'est beaucoup améliorée grâce au réseau de neurones. Donc, puisqu'on en est à parler de langue et de texte, il y a aussi l'API d'analyse du texte. Donc là, par exemple, si on lui donne ça, on peut extraire les entités, les différents concepts, les différents objets qu'il peut y avoir dans une phrase. Et là, Joan, Joe Rowling, J.K. Rowling et aussi Robert Galbraith, en fait, c'est une seule et même personne. Et l'API, quand elle reconnaît les entités, elle sait qu'en fait, c'est effectivement la même personne. Ça reconnaît aussi des lieux. Donc, quand on dit British, donc c'est quelqu'un qui vient du Royaume-Uni, ou Harry Potter, que c'est un personnage, donc là, personnage des romans en l'occurrence. L'analyse de la syntaxe, donc là on a, ça c'est vrai que j'aime bien ce truc-là, je peux vous la montrer d'ailleurs en live ici, enfin remarquez il y a déjà la copie d'écran. Alors là la plupart des démos que je vais vous montrer, en fait dans la documentation là, des différentes API, en fait dans chacune des pages, donc si vous allez sur cloudgoogle.com, après vous naviguez vers les produits, il y a toute une section sur les produits d'intelligence artificielle. Et vous avez des liens, alors je crois que je ne l'ai pas ouvert, donc je vais la rechercher. Où est-ce qu'elle est, Speech Recognition, voilà, Text Analysis, je vais ouvrir un nouvel onglet. Et donc là, vous pouvez vraiment mettre, donc dans chacune des pages, vous avez une petite boîte pour essayer l'API. Donc là, par exemple, là c'est du texte, parce que je voulais un exemple avec un petit peu plus
syntaxe, voilà, c'est celui-là. Où on voit vraiment. Ah oui, alors, par contre, du coup, ça rentre pas très bien dans l'écran, mais on voit vraiment la structure, qu'il a compris la structure avec la base du verbe. Ça pointe d'un côté vers le sujet, Google, hop, alors comment ça marche d'ailleurs? Vers comment on appelle ça? COD, le téléphone, etc. Donc on peut vraiment analyser le texte plus finement et comprendre sa structure. Hop. Il y a aussi la reconnaissance du sentiment, donc savoir, donc il y a deux chiffres en fait, le score, donc si c'est plus 1 c'est positif, si c'est moins 1 c'est négatif, donc c'est un chiffre flottant, donc ça va de moins 1 à plus 1, et il y a aussi la magnitude pour savoir si c'était, même si c'est positif, ça peut être genre la nourriture est très bonne, enfin ou est bonne, mais pour que la magnitude soit encore plus grande, la bouffe était super bonne. Le sandwich à Devox était trop bon. Donc, plus ou pas. Donc ça, c'est la magnitude. Ou parfois, dans une même phrase ou dans un même texte, on va avoir deux sentiments différents. Donc, par exemple, le resto était super, par contre, le service était vraiment nul. Bah, peut-être que le score va être à peu près nul, zéro, mais par contre, la magnitude grande, parce que les sentiments exprimés dans ce texte sont, voilà, sont forts, on va dire. Speech API, donc là, c'est la reconnaissance de la voix. Qu'est-ce qui est possible de faire? Donc il y a 110 voix qui sont reconnues. On peut faire du temps réel. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez déjà essayé là, de la dictée de SMS en ligne. Alors ils ont entraîné un modèle et maintenant ça le fait aussi sur le téléphone, même quand on n'est pas connecté. Mais les meilleurs résultats, c'est quand on est connecté. Et en fait, on est capable, quand on utilise cette API-là, là, il faut utiliser l'API à base de gRPC, parce qu'en REST, on ne peut pas faire du real-time. Enfin, si vous n'utilisez pas les SDK qui sont disponibles, qui wrappent tout ça de manière transparente. Mais donc, on est capable d'avoir les mots au fur et à mesure quand ils sont dits. D'ailleurs, je ne sais plus si dans la démo, parce que je sais qu'on a changé la démo sur la page. Je vais essayer, parce qu'il me semble qu'on le voit en direct. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Bonjour Devox, comment ça va? Bon, alors en plus, comme je marmonne en même temps, ça fait un truc bizarre. Donc, est-ce que veut dire bonjour Devox, comment ça va? Donc là, au début, je marmonnais, donc c'est vrai qu'il m'a peut-être pas très bien compris. Mais Devox, il a même reconnu le fait quand même que c'est un mot. Enfin, là, du coup, il compte. Ah, arrête, tais-toi, tais-toi! Chut. Il a reconnu Devox, qui est un nom propre et qui n'est pas forcément un nom du vocabulaire commun. Donc ça, on peut avoir en temps réel le flux à mesure qu'il est traité en fait. Hop, donc, et ça marche voilà, donc par fichier, on peut le faire en temps réel avec un flux audio. Il y a tout un tas de langues. Là, j'ai aucune idée de ce que ça peut être celle-là, mais plein de langues qui sont reconnues. Euh, donc ça, real time, donc ça marche assez bien même quand il y a beaucoup de bruit autour. Donc c'est la même technologie qui est utilisée quand vous utilisez cette API-là, c'est la même technologie que ce qu'il y a dans par exemple les Google Home Mini là, qu'on faisait gagner sur le stand Google et on a été dévalisé, on n'en a même plus malheureusement. Et donc la capacité à reconnaître la voix même quand il y a du bruit, c'est assez fort. Et aussi si vous par exemple, moi j'ai vu les clients. Bon, c'était une banque, peu importe son nom. En fait, ils étaient intéressés, enfin, ils font une application pour essayer de simplifier la prise de notes dans les meetings, dans les réunions. Et en fait, dans la banque, comme dans n'importe quel domaine, on utilise beaucoup d'acronymes, de noms de code, etc. Et en fait, des fois, les API de reconnaissance vocale ont un petit peu de mal à reconnaître. La Devox, ça a marché, donc je ne vais pas me plaindre, mais c'est un nom un peu bizarre qui ne fait pas partie du vocabulaire courant. Ce n'est pas toujours bien reconnu, par exemple. Et en fait, on est capable aussi de donner des context hints, c'est-à-dire de donner une sorte de vocabulaire de base, de sorte à ce que l'API se dise « Ah bah tiens, ce mot-là, je ne suis pas trop sûr de ce que c'est, je vais regarder quand même dans le vocabulaire, voir si c'est un nom de code, un acronyme ou quelque chose comme ça. » Donc on peut l'aider à avoir des meilleures transcriptions de texte. Ah ouais, l'autre truc qui est bien, là, qui a été rajouté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, c'est les timestamps. Donc, c'est-à-dire de savoir à quel endroit exactement, quel offset en temps se trouve tel ou tel mot.
Et là-dessus, j'ai une petite démo. Alors, c'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est une de mes collègues, Sarah, qui est vraiment super. Si vous cherchez Making Audio Searchable with Cloud Speech, enfin, ça se trouve assez bien. Et je vais vous montrer la démo qu'elle a préparée. Donc, en fait, elle a pris tout un tas de vidéos et elle a extrait le. Alors, on a aussi une API de reconnaissance vidéo, mais c'était avant qu'elle sorte. Elle a extrait en fait les pistes audio de toutes les vidéos. Et en fait, elle a récupéré du coup le texte de ce qui est dit dans ces vidéos-là. Et donc, par exemple, si je mets, alors il y a des vidéos sur un peu tout. Donc, si on met, je pense qu'il y a plein de vidéos qui mentionnent Google. Et ça nous donne, par exemple, voilà, dans cette vidéo-là, le terme Google apparaît plein de fois à ces endroits-là. Et donc, du coup, ça permet de chercher dans les vidéos. Et alors, le petit truc que j'aime bien, donc là, si je la mets. Okay, Google. Hey Google. Donc là, ça joue, mais ce que je veux montrer, c'est si j'appuie sur Woman, Dominoes, whatever, etc. En fait, du coup, grâce au timestamp, on est capable de retrouver à quel endroit tel mot apparaît. Donc un jour, je me suis dit, il faudrait que je fasse ça comme démo, c'est en fait prendre une vidéo ou une piste audio de quelqu'un qui a fait un discours. Je sais pas, je prends un discours de Macron. Et en fait, je récupère juste les mots, et après, je fais genre une lettre anonyme où je reconstruis un dialogue juste en prenant les mots que je veux. Je me dis, ça pourrait être rigolo comme démo, il faudrait que j'essaye de le faire. Ce que je ne sais pas trop, c'est le timestamp est quand même pas forcément à la microseconde près, donc j'ai peur que ça fasse bonjour, et puis qu'il y ait des bouts de mots un peu croppés, je sais pas. Il faudrait que je fasse le test, peut-être que ça marcherait, ça pourrait être rigolo à faire comme démo. Mais c'est faisable, quoi. Donc là, là c'est tout frais, tout neuf. On avait le speech to text, donc récupérer le texte de ce qui est dit, mais maintenant on a aussi la génération vocale, donc on a le texte, et maintenant on veut la voix, générer de la voix à partir du texte. Donc il y a tout un tas de langues, donc alors il y a moins de langues qui sont supportées, mais on a 32 voix et dans plusieurs langues différentes, et y compris un nouveau modèle de génération de la voix qui a été fait encore par l'équipe de DeepMind et qui permet d'avoir des voix beaucoup plus naturelles. Alors malheureusement, ces voix naturelles-là sont disponibles aujourd'hui qu'en anglais et pas en français. Mais si je vous les montre, juste encore une fois dans le... voilà, ça doit être ici. Donc là, donc soit on peut faire avec du pur texte, ou aussi il y a des balises qu'on peut utiliser pour insister sur tel ou tel mot, pour faire changer en fait l'intonation. Donc si je mets, je sais pas, il y a une des voix, n'importe laquelle, peu importe. Donc là en anglais. To be or not to be, that is the question. Et la voix est quand même un petit peu plus naturelle. Et alors je sais pas, on pourrait faire un truc quand même en français. Oh, en québécois peut-être. Attends, ouais, ça va être rigolo. Alors je vais repasser en texte. Mais vous verrez, donc là dans les voix, c'est pas les voix, enfin elles sont pas mal aussi, hein, mais elles sont pas aussi bien que celles qui sont en anglais. Salut les Vox, comment ça va? C'est quoi les expressions en québécois déjà? Tabernacle, tabernacle. Alors, on va voir ce que ça donne. Salut de Vox, comment ça va, tabernacle? Alors qu'en français de France, voilà, ça a une autre voix. Salut des Vox, comment ça va, tabernacle? Voilà, c'est un peu plus... Bon, bref. Mais voilà, donc si vous voulez rajouter de la voix, des commandes audio, des choses comme ça, créer votre propre mini Google Home ou des choses comme ça, on peut faire des trucs assez rigolos avec ça. Et en tout cas, donc on a des clients, donc vous savez tous les systèmes vocaux où c'est taper 1, taper 2, machin, tout ça. Ils ont besoin aussi de ce genre d'API là. Et là, moi, j'avais rencontré une boîte en Angleterre qui a refait tout son système, donc IVR en anglais, je ne sais plus ce que ça veut dire, tout son système d'automates vocaux. Ils l'ont refait en fait avec l'API text-to-speech pour avoir des voix plus agréables que les trucs un peu robotiques qu'ils utilisaient avant. Dialogflow, il y a eu des présentations sur Dialogflow, je ne vais pas aller trop dedans. Mais voilà, une fois qu'on a la compréhension du texte, de la voix ou même la génération de la voix, on a des outils qui permettent de créer des chatbots conversationnels, des interfaces conversationnelles, que ce soit en mode texte ou en mode voix.
J'avais fait une présentation à Devox l'année dernière là-dessus. Et on peut créer très facilement des chatbots. Je ne sais plus s'il y a un autre slide, oui, voilà celui-là. Il y a tout un tas d'intégrations qui sont disponibles. Donc si vous voulez faire une app pour l'assistant Google, pour votre Google Home, etc., vous pouvez le faire. Ou si vous faites des chatbots sur Facebook Messenger, sur Skype, Twitter, une intégration SMS avec Twilio aussi, là, qui n'est pas montrée là-dessus. Et il faut savoir quand même que sur Messenger, alors que Facebook, ils ont aussi un système comme Dialogflow, mais 80% des chatbots sur Facebook Messenger, ils utilisent Dialogflow. Alors ça s'appelait API AI avant, API.ai, si vous connaissiez le produit sous son ancien nom. Donc voilà, c'est très sympa. On n'a pas besoin, encore une fois, d'être un data scientist. On entre des exemples de phrases et il est capable de reconnaître les intents, les actions que les utilisateurs veulent faire avec le chatbot. Vidéo, il ne me reste pas beaucoup de temps. Video intelligence. Donc la vidéo intelligence, c'est, on va dire, pareil que l'API Vision, mais pour la vidéo. Donc il y a pareil, je pourrais peut-être en mettre une, parce que je sais que c'est long à charger, les vidéos, quand je le fais, j'aurais peut-être dû la précharger. Vidéo, on va voir, je vais parler en même temps. Hop, learn more. Et en fait, en plus, il est capable. Donc maintenant, il y a une fonction qui a été rajoutée, qui est justement de faire la transcription. Mais quand j'avais fait l'autre démo, il n'y avait pas encore. Est-ce que je suis un robot? Je sais pas. Parce qu'on est en train de parler d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas, n'importe. Celle-là, par exemple. Donc en fait, voilà, je vais peut-être couper le son parce que voilà, j'ai pas besoin du son. Et en fait, donc c'est assez long à processer les vidéos parce que c'est des gros fichiers. Mais on va voir à un moment, il devrait afficher. Donc il est capable de voir quelles sont les séquences, là, les shots dans une vidéo, et il va analyser par shot, il va nous dire, bah, tiens, j'ai reconnu tel et tel objet dans telle partie de la vidéo, j'ai reconnu explicit content s'il y a des choses qu'il vaut mieux flouter. Donc là, c'est les exemples avec l'API. Alors, je sais pas, parce que je sais que ça met toujours un peu de temps à processer. Donc là, il a reconnu certains labels, mais je voudrais voir. Bon, c'est peut-être pas très grave si je ne vous les montre pas. Mais donc, ce qui est sympa, c'est que du coup, on peut comprendre une vidéo et la couper en petits morceaux et voir que c'est des contextes un peu différents. Enfin bref, là, normalement, vous devriez voir les labels qui s'affichent par shot. Bon, c'est un peu long. Tant pis, c'est pas grave. J'aurais dû la précharger. Ah oui, et donc voilà, détection de label. Donc la transcription du texte est pour l'instant en alpha. C'est une toute nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité de l'API. Et là, c'était cette semaine, je crois, ou la semaine dernière. Ce qui est embêtant, en fait, on a du mono ou de la stéréo, mais en fait, quand il y a plusieurs personnages qui parlent, en fait, les transcriptions, des fois, ça marche pas super bien parce que les mots sont interlacés entre les différentes personnes qui parlent en même temps. Et nos équipes de recherche, là, elles travaillent sur un truc qui est capable finalement de reconnaître que c'est des voix différentes, que c'est des personnes qui parlent différentes, et de séparer les flux audio et de voir qu'il y a plusieurs voix, et donc d'avoir des fils de discussion différentes et séparés, et pas mélanger les mots des deux intervenants en même temps. Donc ça, c'est pas encore disponible, mais j'imagine qu'à terme, on aura des choses comme ça qui vont arriver, et ça va être vraiment super puissant. Donc voilà pour les API de machine learning qui sont sur étagère que vous pouvez utiliser. Donc oui, c'était la démo que je voulais faire tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer, histoire de montrer un peu de code Groovy pour le fun. J'avais deux. Alors attendez, où est-ce qu'elle est, je sais pas si. Alors, ouais, mais du coup, il faudrait que je montre l'image que j'ai utilisée. C'était quoi? Ouais, je sais plus où elle est. Open. Il doit être peut-être sur mon bureau. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas s'il y en a qui sont comme moi allergiques. Et là, c'est la saison des bouleaux. Et par exemple, j'ai une petite idée d'appli que je voulais faire aussi pour avoir des notifications quand il y a des alertes allergiques. Et en fait, bon là, j'ai pas vraiment commencé à le faire, mais je voulais juste jouer avec l'API. Alors, ouais, je crois que c'est celle-là. Et donc là, c'est une API sympa pour faire des appels en API REST en Groovy. Et après, je peux naviguer. Donc là, je l'ai déjà fait tourner. Vous voyez déjà le résultat, mais je peux reconnaître le texte qu'il y avait en fait dans cette image-là.
Et j'en avais une autre, donc là j'utilise l'API REST, et sinon il y a aussi, alors ça je le fais sur une autre photo, c'est celle-ci, je vais vous la montrer, on va voir ce qu'il reconnaît dans cette photo-là. Hop, je reviens dans mon navigateur, hop, hop. Est-ce que vous les reconnaissez, ces guignols-là? C'est à 18 h, hein, si jamais vous voulez venir nous voir. Et en fait, donc, on a aussi donc des SDK en Java, etc., que vous pouvez utiliser. Donc là, je l'ai fait en Groovy, donc c'est un petit peu plus succinct éventuellement. Mais là, par exemple, si je le tourne, qu'est-ce qu'il va trouver comme libellé dans cette photo-là? Donc là, il reconnaît, donc voilà la photo. Présentation académique conférence. Je ne sais pas si c'est très académique ce que font les cascodeurs. Lecture, design, etc. Alors, du coup, je reviens ici. Alors, pourquoi je voulais montrer ça avant de parler de TensorFlow, je ne sais plus. Ah si, oui. Non, c'est après en fait que ça intervient. Je vais vous le refaire. Donc, je referme cette parenthèse-là, mais on y revient. TensorFlow, donc c'est l'API open source que Google avait développé initialement en interne, dans plusieurs itérations. C'est vraiment la deuxième génération du framework que nous on utilise en interne, donc qui est disponible en open source avec il y a des différentes API en Python, C++, mais on peut faire aussi en Java et en Go qui supportent les différents types de régression, de modèles de régression, mais aussi tous les types de réseaux de neurones. Donc là, ça nécessite un petit peu plus de connaissances sur comment se construit, quel réseau de neurones choisir, combien de couches utiliser. Et si vous voulez entraîner, parce que vous pouvez entraîner vos modèles de machine learning sur votre ordinateur ou sur un ordinateur avec des gros GPU et tout, mais parfois les modèles sont tellement, enfin les datasets sont tellement gros et les modèles tellement compliqués sur des gros réseaux de neurones, donc avec énormément de calculs de matrices. En fait, vous pouvez aussi utiliser, par exemple, notre produit Machine Learning Engine qui permet d'entraîner, de faire la construction du modèle, de faire l'entraînement du modèle, mais aussi de servir le modèle, par exemple dans un téléphone portable, aussi bien que sur un serveur. Et là, donc, TensorFlow, Cloud Machine Learning Engine pour pouvoir faire et l'entraînement et servir le modèle, effectuer des prédictions. Et là, ce qu'on a, alors il y a le petit nouveau en fait là-dedans, c'est TensorFlow JS. On peut faire aussi du TensorFlow même dans le navigateur en utilisant le GPU. Mais voilà, si c'est peut-être plus pour des plus petits exemples éventuellement, en tout cas pour la partie entraînement, parce que entraîner des réseaux de neurones, ça peut être quand même assez coûteux. Et voilà, donc ça c'est tout nouveau. Mais par contre, si c'est un modèle que vous avez pré-entraîné, vous pouvez le charger et le faire tourner dans le navigateur au lieu que ce soit sur des serveurs. Donc là, je vous passe ça, c'est comment on peut uploader des jobs. Donc on a vu les API sur étagère, là j'ai très brièvement mentionné TensorFlow, mais comment on fait pour bridger le gap en fait entre les API faciles à utiliser et tout le monde n'est pas un data scientist. En fait, donc il y a un nouveau produit qui arrive, mais là c'est vraiment en alpha, c'est vraiment les tout débuts, c'est pas encore accessible pour tout le monde, c'est juste une alpha privée, on appelle ça. En fait, c'est un nouveau produit qui s'appelle AutoML qui permet en fait de customiser les modèles existants. Donc par exemple, alors, ce que je voulais faire en démo avec la vision, c'était, je ne sais plus si elle est ouverte, mais je crois que j'ai pas trop le temps. Donc par exemple, quand je mets des photos enfin si j'aurais pu laisser celle-là d'ailleurs, desktop ZZZ monterait, donc je vais remettre la même, c'est pas grave. Quand je mets cette photo-là, par exemple, dans les labels, il va reconnaître s'il veut bien, voilà. Il va reconnaître, voilà, c'est un paysage marin, etc. Mais ce que je voulais montrer, c'est ça. Par exemple, il reconnaît qu'il y a le ciel et il y a des nuages, mais il n'est pas capable de reconnaître le type de nuage qu'il y a dedans, parce qu'il ne peut pas forcément tout reconnaître. Et en fait, alors ça, je vais le fermer. Où est-ce qu'il est mon exemple? Voilà, c'est celui-là. En fait, avec AutoML, on peut prendre les API qui existent déjà, dont en particulier l'API de vision, mais l'entraîner sur ses propres datasets. Donc pour raffiner l'entraînement, pour qu'il reconnaisse ces datasets. Donc je reprends encore la même image. Donc là, c'est une petite appli qui sert le... Ah, j'aurais peut-être dû le... Non, c'est bon. Au lieu de me dire juste cloud, ça va reconnaître que c'est des nimbostratus. Ou alors si j'en mets une autre, là, photo de ma ville natale, il va être capable de reconnaître que là, il y a des cumulus dans la photo parce que on a réentraîné le modèle
préentraînée de reconnaissance visuelle avec des données labellisées en disant oui, ça c'est des nuages, d'accord, mais ça c'est un cumulus, ça c'est un nimbo stratus, etc. Donc vous allez être capable de customiser et d'avoir des résultats très pertinents par rapport à votre jeu de données. Voilà, quelques petits pointeurs. Donc en fait, quand vous allez sur cloudgoogle.com, vous avez tous les pointeurs vers... vous cliquez sur Product, Machine Learning, et après vous retrouvez toutes ces démos-là. Donc vous pourrez utiliser et jouer avec. Et puis après, vous pourrez télécharger les API pour jouer vous-même. Et juste mentionner, il y a 2 cours qu'on a mis en ligne. Un avec... qu'on a mis en ligne chez nous, qui est en fait la même formation qu'on a en interne pour les ingénieurs Google. Donc si on veut savoir comment Google fait le machine learning en interne. Et le deuxième truc, c'est aussi, on a publié un cours sur Coursera, et donc ça utilise TensorFlow et tout ça, ça vous apprend vraiment comment devenir vous-même des data scientists. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.